Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je reviens sur les blessures importantes de Joe Burrow, Mark Andrews et Kenneth Walker. Également, un nouveau top 6 des meilleures formations de la Ligue nationale de football. Et j'y vais de mes premières prédictions en vue des distinctions individuelles à la fin de la saison. Bonne émission! Je voulais commencer l'émission en revenant sur la finale de la Coupe Grey. Je sais que c'est pas de la NFL, mais quand même, la Ligue canadienne de football a célébré en fin de semaine sa 110e finale de la Coupe Grey. Et félicitations à toute l'organisation des Alouettes de Montréal. J'ai eu la chance de participer à l'événement parce que je représentais les chaînes de TVA et TVA Sport et j'ai couvert les activités des Alouettes de Montréal lors de leur parcours en éliminatoire. Et vraiment, là, ça a été toute une expérience. Donc, j'espère que vous avez réussi à suivre les événements de la Ligue canadienne de football dans les dernières semaines parce que les Alouettes de Montréal ont offert de très belles performances et reviennent avec un 8e titre de leur concession là, avec cette victoire là, surprenante contre les Blue Bombers de Winnipeg. Donc, je ferme la parenthèse Ligue canadienne de football. J'ai quand même eu la chance de suivre à distance les activités de la Ligue nationale de football en fin de semaine. Et je voulais commencer et revenir avec les blessures, les nombreuses blessures depuis le début de la saison à des joueurs clés des formations. En fin de semaine, c'est Joe Burrow qui a malheureusement là, été obligé là, de mettre fin à sa saison en raison d'une blessure contre les Ravens de Baltimore. Et là, j'ai pas le choix de revenir sur la saison des Bengals de Cincinnati. Depuis le début de la saison, je croyais que les Bengals étaient l'une des formations qui pourraient là, soulever les grands honneurs là, à la fin de la saison, mais ça a tout simplement pas été la saison des Bengals. Dès le début, là, les premières semaines, on savait que Burrow n'était pas à 100% et il semblait avoir de la difficulté à repérer Ja'Marr Chase dans les zones profondes au début de la saison. Même Joe Mixon, au début, ça a pris du temps là, avant qu'il se fasse ressentir là, lorsqu'il performait là, dans les matchs de saison. Et là, lorsque l'équipe commençait à se replacer, eh bien, on voit la blessure très coûteuse à la formation de l'Ohio. Joe Burrow qui est terminé, là, sa saison est terminée là, en raison d'une blessure. Donc vraiment, là, ça n'a pas été pour les partisans là, des Bengals de Cincinnati. On avait de grandes aspirations pour cette formation 2023, mais finalement, ça va pas avoir été le cas cette saison parce qu'on sait là, qu'avec son remplaçant, c'est certainement pas l'attaque aussi explosive qu'on va voir avec un Joe Burrow. Donc vraiment, là, malheureusement pour les partisans des Bengals de Cincinnati, ça va pas être une saison... ça va être une saison à oublier là, pour ses partisans et la formation de Cincinnati. L'autre blessure importante en fin de semaine, Mark Andrews, ailier rapproché des Ravens de Baltimore, également blessé dans ce match contre les Bengals de Cincinnati. Andrews, on sait, hein, dans des fantasy football, c'est un des seuls ailiers rapprochés où on sait qu'il va être constant semaine après semaine. C'est une des raisons pourquoi il a été repêché là, parmi vous là, qui nous écoutent très tôt là, dans le repêchage de Ligue Fantasy Football parce que avec Travis Kelce, avec TJ Hawkinson et depuis les dernières semaines, Sam Laporta et Dalton Kincaid, c'est peut-être les alliés rapprochés les plus constants. Et Mark Andrews, on savait qu'il pouvait là, nous offrir de très bonnes performances et nous faire gagner. Donc, pour les gérants là, des équipes qui ont Mark Andrews, ça fait extrêmement mal. Même chose pour l'organisation des Ravens de Baltimore qui connaissait toute une saison avec Lamar Jackson. On va en revenir un peu plus tard, là, mais les Ravens de Baltimore connaissent toute une saison et c'est peut-être l'arme la plus dangereuse qui vient de tomber au combat. La bonne nouvelle, c'est que l'entraîneur-chef des Ravens de Baltimore semble être optimiste d'un retour d'ici la fin de la saison parce qu'après les premières observations, on disait saison terminée pour Mark Andrews. Selon moi,
il va revenir, mais seulement en éliminatoire. Il ne reviendra pas cette saison. Donc, pour les gérants de Fantasy Football, malheureusement, là, on vient de perdre un gros morceau en Mark Andrews et sa blessure avec les Ravens de Baltimore. Et l'autre joueur qui est tombé au combat en fin de semaine, c'est le porteur de ballon Kenneth Walker des Seahawks de Seattle, qui est quand même un bon porteur de ballon dans la ligue et en fantasy football, a toujours eu beaucoup de ballons avec Seattle, donc ce qui fait en sorte qu'il était très important dans vos formations de fantasy football. Malheureusement pour lui, blessé. Par contre, c'est beaucoup plus mineur comme blessure. Il pourrait revenir, là, selon moi, dans une semaine, dans 2 semaines. Mais pour la fin de semaine prochaine, je crois que ça va être le porteur de ballon, Zach Charbonnet, qui va obtenir le départ. Déjà qu'on le voyait dans les dernières semaines avoir un peu plus souvent le ballon. On le faisait un peu plus confiance. Pete Carroll faisait en sorte de l'impliquer un peu plus dans le plan de match et ça diminuait la tâche de travail à Kenneth Walker, mais quand même, Zach Charbonnet devrait là, en fin de semaine être le partant des Seahawks de Seattle. Mais rassurez-vous, Walker, on ne parle pas d'une blessure qui met en péril sa saison. Il devrait revenir dans les prochaines semaines en espérant que ce soit plus tôt que tard. Malheureusement pour Walker, c'est plutôt son historique de blessures qui fait mal. À chaque année, on dirait qu'il trouve le moyen de se blesser. L'année passée également, il a eu une blessure importante. Donc, c'est peut-être pour cette raison qu'on va être un peu plus prudent là, dans le clan des Seahawks de Seattle. Bon, avant de penser à mon top 6, je voulais revenir là, sur le congédiement du coordonnateur offensif Matt Canada des Steelers de Pittsburgh. Et selon moi, je connais quelques partisans des Steelers de Pittsburgh, même si on a perdu là, en fin de semaine. On célèbre le départ de Matt Canada. Matt Canada, là, à titre de coordonnateur offensif, là, depuis 3 ans, là, on est dans le bas du classement au niveau de l'attaque. Malgré des atouts et des joueurs importants là, au niveau de l'attaque des Steelers, on peut penser là, à Deontay Johnson, Najee Harris. C'est pas des joueurs qui sont mauvais, là, contrairement à des joueurs à l'attaque, par exemple des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On a quand même 2 bons receveurs de passe qui font partie de l'élite avec les Steelers de Pittsburgh. On a également un bon ailier rapproché. On a un bon duo de porteurs de ballon. Donc, c'était inacceptable pour les Steelers de Pittsburgh de se retrouver semaine après semaine dans la cave au niveau de l'attaque. Et là, Matt Canada a payé justement là, ces mauvais résultats de l'attaque des Steelers de Pittsburgh. Et je connais plusieurs partisans des Steelers qui célèbrent cette semaine justement ce départ. Ça risque déjà de se replacer pour la semaine prochaine. Je suis convaincu que non, on ne peut pas faire pire là, pour la formation de Pittsburgh. Donc, après un départ de Josh McDaniels avec les Raiders, Matt Canada cette semaine, je crois que le prochain sur la liste, c'est Brandon Staley là, des Chargers de Los Angeles. Pour l'instant, il a toujours son poste, mais c'est inacceptable là, dans cette division ultra relevée. On parle de l'américaine, l'ouest de l'américaine avec les Chiefs, les Chargers, les Raiders et les Broncos. Et les Chargers, là, si je ne me trompe pas, là, on est égalité au dernier rang là, dans cette division. Je vais juste prendre le temps de vérifier les informations, mais les Chiefs font toujours partie de l'élite. Les Broncos se sont replacés dans les dernières semaines, ce qui fait en sorte que les Raiders et les Chargers, même les Raiders ont dépassé les Chargers avec la défaite en fin de semaine. Qui aurait pensé qu'avec la formation des Chargers, elle serait au dernier rang là, de cette division de l'Ouest, même si elle est ultra relevée avec les Chiefs. Chiefs, 7 victoires, 3 défaites. Les Broncos, 5 victoires, 5 défaites. Les Raiders, 5 victoires, 6 défaites. Et les Chargers, 4 victoires seulement et 6 défaites, sachant très bien qu'on a un corps arrière qui fait partie de l'élite. On a un porteur de ballon qui est dans le top 5 des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue. On a un Keenan Allen, receveur de passe, qui, selon moi, pourrait même être dans la discussion du joueur offensif de l'année qui connaît une saison
exceptionnel, plus de 1000 verges par la passe et plusieurs touchés. Donc, c'est inacceptable que les Chargers se retrouvent dans le bas du classement avec seulement 4 victoires. Donc, après le départ de cette semaine de Matt Canada, coordonnateur offensif des Steelers de Pittsburgh, le prochain risque d'être l'entraîneur-chef Brandon Staley des Chargers de Los Angeles. Bon, parlons maintenant du top 6 classement des meilleures formations de la Ligue nationale de football, selon moi. 6e position en raison de leur défaite en fin de semaine. À vrai dire, même leur défaite lundi contre les Eagles de Philadelphie. C'est les Chiefs de Kansas City. Oui, ont encore une excellente fiche, seulement 3 défaites, mais les Chiefs de Kansas City, contrairement aux dernières années, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche à l'attaque. On n'est pas capable d'inscrire des points de manière aussi convaincante que les dernières années. Est-ce que c'est l'effet Taylor Swift qui affecte Travis Kelce? Parce qu'on le voit là, en fin de semaine, à vrai dire lundi, il a échappé quelques ballons, là, des passes qui habituellement captaient de la part de Patrick Mahomes et il les échappait. Oui, il y avait un peu de pluie, c'est peut-être un peu plus glissant là, à l'extérieur, mais quand même, Travis Kelce a toujours été là, une des cibles les plus constantes année après année. Et cette année, on a l'impression que Travis Kelce, pour les gens, et j'en fais partie, qui l'ont repêché en première ronde cette année dans un des fantasy football, est un peu déçu parce qu'on s'attendait qu'il soit le meilleur ailier rapproché de la ligue. Et pour l'instant, c'est TJ Hawkinson qui connaît une meilleure saison que lui. Et avec les Chiefs de Kansas City, il manque plusieurs opportunités là, pour inscrire d'autres points. Et on l'a vu en fin de semaine contre les Eagles de Philadelphie qui a été blanchi. Les Chiefs ont été blanchis en deuxième demi là, contre la défensive de Philadelphie. On avait inscrit 17 points lors des 2 premiers quarts et un gros 0 lors des 2 derniers quarts. Donc, position numéro 6 pour les Chiefs de Kansas City. En position numéro 5 cette semaine, c'est les 49ers de San Francisco. Belle victoire en fin de semaine contre les Buccaneers de Tampa Bay, 27-14. Les Niners, depuis l'ajout de Chase Young, encore une fois, une attaque redoutable. Oui, on a eu une blessure à un des joueurs sur la défensive, mais je crois que quand même, San Francisco a les atouts pour être parmi l'élite et avoir une réelle chance de lever le précieux trophée à la fin de les éliminatoires, à la fin de la saison également. Donc, les 49ers de San Francisco, position numéro 5, et on s'est replacé après une séquence de défaites. On voit qu'on a retrouvé le chemin de la victoire et on est en confiance à San Francisco. Position numéro 4, les Jaguars de Jacksonville. 34-14 victoires contre leurs rivaux de division, les Titans du Tennessee. Même les Titans jouaient quand même du bon football depuis la nomination de Will Levis à la position de corps arrière et on les a presque éclatés, le 34-14. Et c'est pas une victoire gracieuseté de Travis Etienne comme on nous a habitués depuis le début de saison. Là, c'est au tour de Calvin Ridley qui a levé son jeu d'un cran et a été ciblé là, par la passe par Trevor Lawrence. Ça fait du bien là, pour les gérants qui ont justement Calvin Ridley là, dans leur fantasy football parce qu'on a sûrement gaspillé un choix là, de troisième tour, 4e tour là, pour pêcher Calvin Ridley au début de la saison. Et après avoir connu 2 bonnes semaines, avait été plutôt tranquille dans les dernières semaines. Là, c'est intéressant de le revoir ciblé là, dans des positions là, de zone payante, près de la zone début également. Donc, vraiment, là, c'est de bon augure là, pour les gérants de fantasy football et de bon augure aussi pour les partisans des Jaguars de Jacksonville qui voient leur équipe favorite là, vraiment grimper au classement et de plus en plus dangereuse. Et on peut gagner de plusieurs façons. Ça fait quelques semaines que je vous le répète. On peut gagner maintenant avec un beau jeu au sol, ou avec des passes de Trevor Lawrence, et même la défensive, à certains moments, est capable de se lever pour faire un beau jeu défensif au bon moment. Donc, vraiment, les Jaguars sont à surveiller là, au niveau de l'association de l'américaine. Une autre équipe qui est très dominante depuis le début de la saison dans l'américaine, c'est les Ravens de Baltimore. Victoire de 34-20 là, contre les Bengals de Cincinnati. Oui, on a perdu Mark Andrews, mais je crois que Lamar Jackson est capable de, s'il reste
en santé, il est capable de garder les Ravens sur le droit chemin. C'est vraiment une des formations qui est le plus surprenante. Je vous en parle semaine après semaine. Les Ravens sont très dangereux à l'attaque, mais aussi extrêmement dangereux à la défensive. On a une bonne défensive avec Roquan Smith et on a une bonne attaque également là, avec Lamar Jackson et compagnie. Si l'équipe reste en santé, et c'est ça qui est toujours la question d'interrogation, là, je vous dirais le point d'interrogation pour les Ravens de Baltimore, c'est qu'année après année, on perd des joueurs importants, que ce soit au début de l'année, J.K. Dobbins, Mark Andrews là maintenant, et les dernières années, Lamar Jackson avait toujours le moyen là, de se blesser ou de ne pas jouer à 100%. Si on réussit à rester en santé, les Ravens de Baltimore doivent être considérés là, comme la formation favorite pour sortir de la puissante conférence de l'Ouest. Et maintenant, pour les deux premières positions, deux équipes qui se retrouvent dans la nationale. La deuxième position, c'est les Lions de Détroit, victoire 31-26. Ça a été un peu plus difficile que prévu là, contre les Bears de Chicago, mais quand même, on a réussi à trouver un moyen de gagner. Et les Lions de Détroit, comme un peu les Jaguars de Jacksonville, on est capable de gagner de plusieurs manières, avec surtout un excellent jeu au sol et on a des bons receveurs qui sont capables de faire des attrapés importants au bon moment avec le travail de Jared Goff. Et là, même malgré le retour de Montgomery, on a vu Jahmyr Gibbs garder là, quelques possessions importantes et je pense qu'il y a amplement là, de points pour tout le monde au niveau de Détroit pour les gérants de fantasy football, que ce soit avec David Montgomery, plus comme porteur de ballon de puissance ou un Jahmyr Gibbs qui est peut-être un peu plus utilisé dans les options de troisième et passe ou des jeux courts, des courses sur le côté lorsqu'on a besoin d'un porteur de ballon un peu plus en finesse. Donc vraiment, le bravo pour les Lions. Ils méritent la position numéro 2. Et la position numéro 1 avec une autre victoire lundi contre les Chiefs de Kansas City. C'était la revanche du dernier Super Bowl. C'est les Eagles de Philadelphie. On sent que les Eagles ne sont pas aussi dominants que la saison dernière. Une des raisons qui est expliquée, c'est en raison de les adversaires sont beaucoup plus redoutables cette saison que la saison dernière. La saison dernière, leur calendrier était une véritable farce pour les Eagles et c'était facile d'être impressionnant en marquant 40 points. Cette année, c'est des adversaires qui sont plus redoutables et ont réussi à gagner. C'est pas de la manière la plus spectaculaire. Est-ce que l'attaque peut en faire davantage? Oui. Est-ce que la défensive aussi également? Mais la défensive fait quand même un très bon boulot à Philadelphie. Donc, pour moi, les Eagles, c'est encore la meilleure formation de la Ligue après quelques semaines. Donc, c'est les Eagles qui méritent la position numéro 1. Je répète, mon top 6. En 6e position, les Chiefs. 5e, les Niners. 4e, les Jaguars. 3e, les Ravens. 2e, les Lions. Et la première position, les Eagles. Maintenant, parlons des honneurs individuels, distinctions et mes prédictions après le milieu de la saison, à savoir quel joueur doit ou mérite justement d'être considéré là, parmi les meilleurs joueurs dans les différentes catégories. On va commencer par le trophée le plus prestigieux. C'est le MVP, le meilleur joueur de la saison. Pour l'instant, je pense que c'est une lutte à deux entre Jalen Hurts et Lamar Jackson. Pour l'instant, je donne un petit avantage à Jalen Hurts en raison de la fiche impressionnante des Eagles. Et justement, avec un match contre les Chiefs et une victoire contre les Chiefs, on vient de replacer les Eagles et donner un peu plus de respect justement à cette formation qui en avait déjà beaucoup. Et Jalen Hurts avait connu une saison sensationnelle l'année dernière, même un parcours en éliminatoire incroyable, avait même mieux joué, là, certains pourraient dire, que Patrick Mahomes lors du dernier Super Bowl et s'était vu devancer à 2 reprises par Mahomes, soit au Super Bowl et également pour le MVP de la saison. Selon moi, les voteurs vont peut-être être influencés par ceci et donner justement là, une seconde chance à Jalen Hurts. C'est peut-être le seul point là, que je verrais
Hurts devancer Lamar Jackson parce que pour l'instant, Lamar Jackson connaît également une saison de rêve et très impressionnant. Pour la première fois, là, les Ravens lui ont donné des armes à l'attaque, un peu plus que seulement Mark Andrews. On a fait des signatures importantes lors de la saison morte. On a également repêché Zay Flower, qui est un très bon receveur recru depuis le début de la saison. J'ai hâte de voir si l'absence de Mark Andrews va affecter le jeu de Lamar Jackson, mais je crois qu'il connaît une assez bonne saison pour être capable de surmonter ce départ. Et selon moi, si justement il est capable d'être aussi performant sans Mark Andrews, il va prendre une sérieuse option sur le titre de MVP des Ravens de Baltimore. Pour l'instant, je donne l'avantage à Jalen Hurts parce que selon moi, dans les prochaines semaines, Lamar Jackson risque de descendre un petit peu là, au niveau de sa productivité, mais si le statu quo s'impose à Baltimore, peut-être que Jackson pourrait devancer à la dernière minute Jalen Hurts. Joueur offensif maintenant de l'année, selon moi, ça se décide entre deux candidats. C'est soit Tyreek Hill avec les Dolphins de Miami, qui connaît encore une fois une saison incroyable, est impliqué là, à toutes les sauces là, à Miami, ou Christian McCaffrey, qui, pour les gérants là, de Fantasy Football, qui ont risqué, là, on peut dire risqué, parce que dans les dernières années, il se blessait à chaque saison, connaît une saison incroyable, justement, avec les 49ers de San Francisco. Donc, je pense que c'est une lutte à deux. Et si j'avais un long shot, j'en ai parlé au début de la saison, au début de l'émission, mais Keenan Allen, receveur des Chargers de Los Angeles, connaît également toute une saison, passe peut-être pour un receveur qui est dans l'ombre de Tyreek Hill. Tyreek Hill est autour de 1200 verges. Keenan Allen a 1000 verges par la passe, mais a presque le même nombre de touchés. Et Keenan Allen connaît vraiment toute une saison avec les Chargers, sachant que les Chargers ont de la difficulté. Là. Si on exclut Keenan Allen, les Chargers n'ont pas 4 victoires, 6 défaites, ont peut-être 2 victoires seulement et 8 défaites. Donc vraiment, Keenan Allen a un impact véritable avec les Chargers, mais pour l'instant, ça se décide selon moi entre Tyreek Hill et Christian McCaffrey. Maintenant, parlons du joueur défensif de l'année. C'est Myles Garrett, l'ailier défensif des Browns de Cleveland. Ça peut changer. Ça peut changer parce que les Browns de Cleveland, pour l'instant, là, ont surpris tous les experts, je crois, là, avec leur début de saison. Deshaun Watson n'a jamais connu là, un bon début de saison. Et là, il s'est blessé et les Browns continuent de gagner parce que la défensive, elle est tout simplement incroyable. Myles Garrett est le meneur de cette défensive, est le meneur également des Browns de Cleveland et connaît vraiment toute une saison. C'est pour cette raison que je lui donne l'avantage jusqu'à maintenant pour obtenir le titre de joueur défensif. Si j'avais un autre choix, TJ Watt. Un peu comme Myles Garrett, c'est pas l'attaque qui tire l'équipe, c'est la défensive. Que ce soit les Browns ou les Steelers, c'est vraiment les défensives qui mènent ces formations. Et TJ Watt, comme Myles Garrett, sont les deux leaders de leur propre formation. Et c'est en raison de leur performance que, justement, les Steelers et les Browns sont dans la course pour se faufiler en éliminatoire. Qui aurait cru là, que, justement, là, que les Browns seraient l'une des meilleures formations de l'américaine? Même chose avec les Steelers, sachant très bien qu'avec les Steelers et les Browns, on a des corps arrière qui ne livrent tout simplement pas la marchandise. La recrue de l'année, maintenant, selon moi, il y a seulement un candidat. Malgré les belles performances de Tank Dell et de Puka Nacua avec les Rams, le candidat est l'unique candidat, selon moi, c'est CJ Stroud, corps arrière des Texans de Houston. Il est la pierre angulaire de cette formation. Il a surpris plusieurs experts. Les Texans de Houston connaissent vraiment là, toute une saison, ont du succès en beaucoup plus que ce que les experts avaient mentionné. En début de saison, j'avais prédit 4 victoires seulement là, pour les Texans de Houston parce que, justement, je savais que CJ Stroud avait du potentiel, mais je ne croyais pas là, qu'il connaîtrait autant de succès qu'il a en ce moment. Je pensais qu'un Dameon Pierce serait beaucoup plus utile dans cette formation. Et là, on se rend compte que les Texans de Houston peuvent gagner seulement en lançant le ballon parce que CJ Stroud connaît une bonne saison. Il est tellement là, en confiance dans sa pochette. Donc, Houston est déjà à 6
victoires, 4 défaites, seulement une victoire de moins que les Jaguars de Jacksonville. Et Jacksonville est, selon moi, l'une des meilleures équipes de la Ligue nationale de football. Donc, vraiment, C.J. Stroud, c'est le candidat. Je crois même que s'il se blesse dans les prochaines semaines, on peut quand même lui donner l'honneur parce que après 10 semaines à titre de corps arrière avec les Texans de Houston, il a fait plus que, je vous dirais, là, le 3/4, même, je pense, tous les joueurs recrues et plusieurs corps arrière partants même qui sont expérimentés. Là. Donc vraiment, là, c'est peut-être l'honneur le plus facile à donner jusqu'à maintenant, c'est le titre de recrue de l'année à C.J. Stroud. Maintenant, le retour de l'année, Comeback of the Year, c'est l'honneur aussi, un peu comme C.J. Stroud. Je ne crois pas qu'il y a de considération. On a seulement un choix et c'est Damar Hamlin, le joueur des Bills de Buffalo. Oui, il joue seulement sur les unités spéciales, a peut-être moins d'occasions que les dernières années, mais il faut se rappeler que Damar Hamlin, il ne serait même pas supposé d'être en uniforme avec les Bills de Buffalo. Il ne serait pas supposé d'être à la maison. Il serait malheureusement censé être décédé, crise cardiaque là, sur le terrain l'année passée contre les Bengals de Cincinnati. Et un travail remarquable de l'équipe médicale et également là, de la persévérance de Damar Hamlin. Le fait qu'il joue, c'est tout simplement un miracle. Et c'est pour cette raison que je ne crois pas qu'il y a d'autres options pour ce prix cette année. Un peu comme la recrue de l'année, c'est C.J. Stroud. Le trophée du retour de l'année, c'est Damar Hamlin, tout simplement. Pour la dernière distinction que je voulais garder, c'est l'entraîneur de l'année. Selon moi, c'est la course la plus serrée parce qu'on a plusieurs candidats cette année. Il y en a des très bons même. Je pense que le favori pour l'instant, c'est Dan Campbell des Lions de Détroit qui connaît vraiment tout un succès parce que les Lions n'ont jamais été bons. Depuis 20 ans, c'est toujours la risée de la Ligue et ça peut être même plus longtemps que ça. Les Lions de Détroit n'ont jamais été une bonne formation. Et là, Dan Campbell, avec le travail surtout de ses deux coordonnateurs, fait en sorte que les Lions sont l'une des meilleures formations de la Ligue, est l'une des meilleures formations de la Ligue et Dan Campbell en est pour beaucoup dans le succès des Lions. L'autre entraîneur que je veux mentionner, c'est Stefanski des Browns de Cleveland. Je vous en ai parlé un peu plus tôt avec la nomination de Myles Garrett, mais les Browns de Cleveland, je croyais que ce serait vraiment une saison extrêmement difficile à Cleveland parce qu'on était dans une bonne division. Oui, on avait un calendrier qui était accessible avec des affrontements contre des formations qu'on pourrait aller chercher. Mais là, sachant très bien que Deshaun Watson a joué du football de très basse qualité, ça fait en sorte que, selon moi, Stefanski mérite justement d'être considéré pour le titre de l'entraîneur de l'année. Et l'autre candidat que j'ai sur ma liste, c'est Mike McDaniel, l'entraîneur des Dolphins de Miami, qui montre à tout le monde que le football peut être tellement spectaculaire avec l'attaque qu'il a. Tyreek Hill, Jalen Waddle, on a les porteurs de ballon là, qui, on dirait n'importe quel porteur de ballon dans cette formation peut courir au-dessus de 100 verges par partie. C'est vraiment très spectaculaire ce qu'il fait. Et tout ça avec un Tua qui, selon moi, n'est pas dans le top 5 des meilleurs corps arrière de la Ligue. Et on le fait paraître comme si c'était l'un des meilleurs corps arrière, justement, de la Ligue. Donc, félicitations là, à ces trois candidats. Pour l'instant, je donne l'avantage à Dan Campbell, mais ça peut changer. Voilà ce qui met fin à cette émission du balado Fanball. Vous pouvez toujours suivre la page Instagram et on a de très bons matchs la fin de semaine prochaine. Donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, un bon football.